Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bienvenue à l'Astrolabe, bienvenue au Parc national du Mont-Mégantic. Je m'appelle Guillaume. Je serai un de vos hôtes ce soir. Pour ceux parmi les chanceux qui montent ce soir à l'Observatoire, je serai là pour vous accueillir. Mais je suis là aussi pour faire une petite introduction à cette soirée toute spéciale. Ce soir, c'est la première soirée de la 34e édition du Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic. C'est une tradition qui a commencé au début des années 80, tout juste après l'ouverture de l'Observatoire. Et cette tradition-là, on la doit en grande partie à Bernard Malenfant, qui est parmi nous ce soir, qui est juste là. Salut Bernard! J'étais seul à parler en avant, mais là, je vais juste dire bon 34e Festival d'astronomie. C'est vraiment le fun. Bernard qui se sentait seul sur sa montagne et qui avait le goût de partager ses belles étoiles avec le public. Oui, donc on est vraiment très, très, très chanceux de ça. Le festival, c'est une occasion toute particulière pour vous, le public, de venir profiter, bien sûr, de l'Observatoire, mais aussi de rencontrer les astronomes, de vraiment comprendre comment se fait la science. Et ce soir, on est particulièrement chanceux puisqu'on reçoit comme conférencier M. René Doyon. René Doyon, il est le directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Il est également directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et il fait tellement de choses dans la vie, ce monsieur-là, que j'ai besoin d'une feuille pour vous dire tout ce qu'il fait. Bien sûr, il est astrophysicien. Ses travaux de recherche portent surtout sur le développement de l'instrumentation astronomique d'avant-garde pour les divers observatoires au sol et dans l'espace. Il participe aussi activement à divers programmes d'observation ciblant la recherche et la caractérisation des naines brunes, des exoplanètes et des étoiles jeunes de faible masse. Du côté instrumental, il mène divers projets d'instrumentation infrarouge, caméra et spectrographe pour l'Observatoire du Mont-Mégantic. Il participe également au développement du Gemini Planet Imager en opération depuis 2013 au télescope Gemini Nord. René Doyon, il est aussi le co-chercheur principal de l'instrument Spirou, qui est un spectrographe infrarouge à haute résolution pour le télescope Canada-France-Hawaï, qui sera mis en opération en 2017, donc cette année. Spirou est conçu pour détecter des planètes telluriques, des planètes comme la Terre, semblables, dans la zone habitable de leur étoile, des étoiles de faible masse qui sont autour du Soleil. Il est également chercheur principal de NIRISS, l'un des 4 instruments scientifiques qui seront installés sur le télescope spatial James Webb. Alors, sans plus tarder, je vous demande de l'accueillir chaleureusement, M. René Doyon. Écoutez, c'est évidemment un grand plaisir d'être ici ce soir. Je me sens vraiment chez nous, au pied du Mont-Mégantic. Ce soir, vous allez voir, c'est mon terme favori, je vais vous parler d'exoplanètes. Donc, les exoplanètes, ce sont des planètes à l'extérieur de notre système solaire. C'est un domaine de recherche en pleine effervescence. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des dernières nouvelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette année, c'est une année, disons, assez faste dans ce domaine-là. Et donc, on va faire le tour de ce sujet-là. Et vous allez voir que le thème du festival, celui de l'éclipse, il va revenir beaucoup dans ma présentation. Donc, vous allez voir que la notion d'éclipse d'étoiles, de planètes devant les étoiles, ce qu'on appelle les systèmes planétaires qui transitent, est devenu extrêmement important en astrophysique. Et je vais vous en parler un peu. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se passent, d'ailleurs, juste ici au Mont-Mégantic et dans le futur avec le télescope spatial James Webb. Alors, c'est la grande question. Ça, c'est une belle image. Mon image préférée qui est obtenue de la Lune, c'est l'image, bien sûr, de la Terre, bien sûr. Et alors, la grande question qui se pose depuis maintenant des millénaires, en fait. Sommes-nous seuls? Existe-t-il de la vie à l'extérieur du système solaire? C'est vraiment, littéralement, devenu mon obsession professionnelle. Je souhaite contribuer à répondre à cette question-là de mon vivant. Et je pense sincèrement qu'on va y arriver. Vous êtes la génération, vous êtes les gens qui allez un jour avoir cette nouvelle-là, qu'on a maintenant une preuve irréfutable, qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il existe de vie ailleurs. Alors, ce que j'ai essayé de faire ce soir, en 45 minutes à peu près, c'est de vous montrer comment on va arriver, comment on va avancer vers cette grande quête-là. Alors, d'abord, si je parle de vie, on peut penser à toutes sortes de choses. On peut penser à une forme de vie très très simple, qui va des simples jusqu'à la forme de vie la plus magnifique, n'est-ce pas? Les Canadiens de Montréal. Mais si je vous parle de vie extraterrestre, je ne suis pas sûr que c'est ça que vous avez en tête. Vous avez vraiment en tête ceci.
Vous avez en tête lui, je ne sais pas si le monde le connaît, ça veut pas le connaître, c'est longtemps, ou que ce soit. Donc, bien sûr, de la vie intelligente. Ça serait une preuve absolument irréfutable d'avoir des signaux radio d'une civilisation extraterrestre qui dirait bonjour, on vous connaît, et on est là, on est une civilisation avancée. Ça serait une preuve irréfutable. C'est pas ce dont je vais vous parler. Non, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est essayer de détecter une forme de vie beaucoup plus modeste que ça. Et pour ça, je vais vous parler un peu de la vie en fait sur Terre. Et pour être honnête, c'est ce qu'on va chercher en premier lieu. Donc d'abord, quelle est l'origine de la vie? Bon, on ne sait pas vraiment. Hein. On sait que ça a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Il y a des évidences qui viennent en fait du Québec, des roches dans le nord du Québec qui montrent que la vie aurait commencé très peu de temps après que la Terre se soit refroidie, quelques 4,5 milliards d'années, lorsque le Soleil s'est formé. Donc la vie, on ne sait pas tout comment, est apparue très rapidement. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça s'est fait que ça s'est fait de manière magique. Mais ce qu'on sait, que ça a commencé très tôt. Et ce qu'on sait aussi, pour un diagramme qui illustre l'évolution de la vie sur Terre, ce que vous devez retenir ici, c'est que la vie complexe, la vie multicellulaire, la vie animale, a commencé seulement il y a 500 millions d'années à peu près. Donc avant ça, la vie sur Terre, c'était l'affaire des bactéries, des organismes unicellulaires, mais qui sont modestes, mais qui ont une influence extrêmement importante, qui ont une influence globale, qui produisent de l'oxygène. Le phytoplancton, les algues bleues, en fait, qui sont très désagréables dans les lacs, c'est un des organismes les plus primitifs qui existent sur Terre. Et ce sont eux qui sont responsables de la production d'oxygène. L'oxygène qu'on respire ici, sur la Terre, provient de la photosynthèse, des plantes, des algues marines. Et c'est un sous-produit de la vie. Si on arrêtait la vie sur Terre, l'oxygène disparaîtrait en quelques milliers, gros max, millions d'années. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer à distance de détecter ces gaz-là qui sont produits par l'activité biologique. OK. Alors, on sait sur Terre que la vie a eu la vie dure, parce qu'il y a eu des périodes d'extinction. On pense la plus célèbre, c'est il y a 65 millions d'années. Parce qu'il y a une astéroïde qui a frappé la Terre, qui a tué tous les dinosaures. Et la seule vie qui est restée, c'est une vie beaucoup plus modeste, les petits musaraignes, là, nos ancêtres, les mammifères, et qui a donné lieu à la vie, finalement, humaine, qui est la nôtre, la vie la plus complexe. OK, donc, alors, on sait aussi que la vie sur Terre existe dans des environnements extrêmes. Les plus froids, les plus chauds, les plus salins. Donc ça, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on peut espérer trouver de la vie dans des environnements qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on a ici à la surface de la Terre. Donc, voilà. Bien sûr, on cherche de la vie dans notre propre système solaire. C'est l'image d'un robot sur Mars. Il y a beaucoup d'exploration qui se fait sur Mars dans l'espoir que peut-être dans le sous-sol martien, si on creuse dans quelques mètres, on va peut-être trouver de la vie, ou du moins des fossiles d'une vie primitive qui aurait eu lieu sur Mars il y a quelques milliards d'années. On sait maintenant qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars il y a plusieurs milliards d'années. Alors, lorsqu'on sait maintenant en astronomie qu'il existe des dizaines de milliards de galaxies, sinon plus, notre galaxie a à peu près quelques centaines de milliards d'étoiles, okay? Et on sait aussi statistiquement qu'au moins, chaque étoile aurait au moins une planète, sinon plus, dans cette zone qui est dite habitable. Donc la zone où est-ce qu'on pourrait, qui est trop froide ou trop chaude, où est-ce qu'on pourrait espérer les conditions appropriées pour que l'eau arrive, subsiste sous forme liquide. Donc, les conditions qu'on met de Donc, c'est des milliards de possibilités qui existent dans l'univers. Alors, la question maintenant, c'est comment on va faire pour pouvoir trouver ces formes de vie-là sur d'autres exoplanètes. OK, donc, alors le chiffre du jour, c'est à peu près 4000. Donc, ça, c'est le nombre d'exoplanètes qui est maintenant recensé, où la communauté internationale est d'accord pour dire, voilà, il y a ce nombre-là d'exoplanètes. C'est pas tout à fait, ça peut varier de quelques dizaines, mais retenez que c'est à peu près 4000 exoplanètes qui sont maintenant recensées. Il en existe plus que ça, autant qui sont des candidats, c'est-à-dire des systèmes où on est pas mal sûr qu'il y a une planète, on n'a pas encore exactement confirmé. Il faut faire d'autres observations pour être absolument certain que ce qu'on voit, c'est bien le signal d'une exoplanète. Alors, vous connaissez sans doute ces planètes-là, les planètes du système solaire. Elles sont montées à l'échelle, mais pas à l'échelle de distance.
Okay, donc, vous avez ici Jupiter, une planète gazeuse, qui est la plus grande planète de notre système solaire. La magnifique Saturne avec ses anneaux, qui n'est pas beaucoup plus petite que. Un peu plus petite, mais pas beaucoup plus. Et ce sont des planètes qui ne sont pas très denses. Hein. Si on prenait Saturne et on le mettait dans un grand océan, Saturne flotterait. Elle est faite surtout de gaz. On pense qu'il y a un cœur rocheux au centre. Mais globalement, la densité de l'univers est relativement faible. Et on a finalement Uranus, Neptune qui est la dernière planète de notre système solaire, elle est relativement loin. Et finalement, des petites boules rocheuses. Notre vieille Terre ici, Vénus, qui on peut appeler la sœur de la Terre, qui est à peu près la même taille que la Terre quand elle est en masse, qui est très différente en conditions. Mars, qui est plus petite, et finalement, donc ça, c'est des planètes telluriques, des planètes rocheuses. Donc, elles, ceux-là, si on les met dans un océan, elles coulent à pic. Elles coulent, c'est de la roche, surtout. Ne vous laissez pas induire en erreur par le fait qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre. Oui, il y en a beaucoup à la surface, mais globalement, la Terre, c'est de la roche. OK. Alors, la principale découverte, si on avait à qualifier, quelle est la principale découverte depuis 20 ans, aussi depuis 1995, qui existe des exoplanètes, de quoi aurait l'air cette planète-là? Bien, en fait, on ne sait pas trop comment les nommer, mais ce sont des super-terres. On ne sait pas trop comment les nommer parce que ce sont des planètes qui sont de masse et de taille intermédiaire entre Neptune et la Terre. Donc, on ne sait pas trop c'est quoi. Parce qu'il n'y en a pas dans notre système solaire. Mais pourtant, on le sait maintenant, c'est le type de planète le plus commun dans le voisinage du Soleil. Ça, c'est très bien connu. Donc, un des objectifs scientifiques au-delà de la recherche de la vie, c'est de savoir c'est quoi la nature de ces planètes. Est-ce que ce sont des mini-Neptunes? Est-ce que ce sont des mégaterres, des planètes rocheuses, mais beaucoup plus grosses? Mais on va le savoir. D'ici 5 ans, on va avoir la réponse à ça. Je vais vous expliquer comment on va y aller. OK, donc, alors qu'est-ce qu'on cherche dans le contexte de trouver de la vie ailleurs? On cherche quelque chose qui ressemble à notre Terre. On ne peut pas faire autre chose que ça pour l'instant. Donc, on cherche une planète rocheuse qui aurait de l'eau à sa surface et qui aurait aussi une atmosphère. Et parce que, comme j'ai expliqué, la vie peut trahir sa présence via l'atmosphère, via les gaz que l'activité biologique va générer à sa surface. Et notre défi, ça va être de détecter cette vie-là à distance. OK, donc, alors, comme j'ai expliqué, les principales manifestations de la vie, ce sont par exemple, j'ai expliqué les plantes, la photosynthèse des plantes pour produire de l'oxygène. Les vaches produisent beaucoup de méthane. Le méthane dans notre atmosphère est vraiment surtout généré par les fêtes de vache. Okay? Le dioxyde de carbone aussi, ça c'est le sous-produit des animaux. Nous, on respire, on consomme de l'oxygène et on exhale du CO2. Donc c'est un gaz qui est important dans l'atmosphère. Et bien sûr, l'eau, qui est sous forme liquide à la surface, mais il y a aussi en vapeur dans notre atmosphère. Et bien sûr, l'activité. Donc aujourd'hui, on produit du CO2, beaucoup trop, et c'est responsable des changements climatiques qui est maintenant prouvé être la cause humaine. Donc, voilà ce qu'on cherche. On cherche une planète avec de l'eau liquide à sa surface, une atmosphère, et on va essayer de détecter s'il n'y aurait pas de l'eau dans son atmosphère, du méthane, de l'oxygène. OK, alors, il faut que je vous parle de cette fameuse zone habitable. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un schéma des planètes de notre système solaire, les planètes internes seulement. Donc, vous avez au centre le Soleil, ici, okay. L'orbite de Mercure. Mercure est relativement près de notre Soleil. Donc, juste pour fixer un peu les idées, les distances sont tellement grandes. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, ça, c'est trop gros comme chiffre, là. Donc, les astronomes appellent ça une unité astronomique. Okay? Donc, imaginez, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, Mercure, elle est plutôt à 0,4 unités astronomiques. Vénus, c'est plutôt 0,7. Et la Terre, bien sûr, c'est 1 unité astronomique. Et la zone verte que vous voyez, ça, c'est la zone permise pour que l'eau soit liquide à la surface de notre vieille Terre. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Donc, non seulement on cherche des planètes qui sont proches de nous, qui sont rocheuses, mais on les cherche aussi dans un endroit assez particulier. On ne les veut pas
On ne les veut pas là, on ne les veut pas très très loin. On les veut dans cette zone assez étroite qu'on appelle la zone d'habitat. Donc on est très sélectif dans ce qu'on cherche. OK. Alors, y a-t-il de la vie sur Terre? Donc, bien sûr, ça a l'air stupide de poser la question. Des fois, on peut se demander s'il y en a vraiment de la vie sur Terre, voir ce qu'on fait avec notre planète. Mais je pose la question d'une manière strictement scientifique. Si on était à distance de notre Terre, est-ce qu'on arriverait effectivement à découvrir qu'il y a de la vie sur Terre? La réponse est oui. Et c'est voici une image qui est obtenue par la sonde Galileo, qui est partie, je pense, en 1992, dans cette photo-là. Galileo est en marche vers Jupiter, une mission pour explorer Jupiter. Et en cours de chemin, elle a pris une photo de notre système. Donc, c'est la planète Terre, on voit la Lune juste à côté. Et on a braqué les instruments de la sonde vers la Terre, on a pris des données, et on a analysé les données comme si ça venait d'un autre système. On a dit, ben, est-ce qu'à partir de ces données-là, on serait capable de déduire qu'il existe de la vie sur cette planète-là? Et en fait, ça a fait l'objet d'un article très, très sérieux par un astronome extrêmement célèbre, Carl Sagan, que certains d'entre vous connaissez, le responsable de la série Cosmos. Et donc, ça a fait l'objet d'un article dans la très prestigieuse revue Nature en 1993. Et donc, alors, vous n'avez pas besoin de regarder les détails de ces graphiques-là, mais essentiellement, l'analyse de ces graphiques-là vous montre que, oui, il y a de l'oxygène en abondance dans notre atmosphère, il y a de l'eau, il y a aussi beaucoup de méthane, et une quantité de méthane qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle. Il y a des choses qui se passent à la surface de cette planète-là qui génèrent du méthane et de l'oxygène qu'on n'arrive pas à comprendre. On voit aussi même un spectre, des couleurs assez particulières qui semblent indiquer la présence de chlorophylle à la surface de cette planète-là. Et encore plus intriguant que ça, on reçoit aussi des signaux radio qui sont modulés d'une manière qu'on n'arrive vraiment pas à expliquer par autre chose qui peut-être qu'il y aurait de la vie intelligente sur cette planète. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est voilà une expérience contrôlée, donc par une sonde spatiale à distance qui observe notre Terre. Et comme ça, on peut, en analysant les données qu'on reçoit de cette étoile-là, de cette planète-là, on arrive à conclure qu'effectivement, on peut conclure qu'il y a de la vie sur cette planète. Donc, c'est important parce que maintenant, on va vouloir faire ça, mais beaucoup plus loin, mais on s'est fait la preuve qu'on peut détecter la vie sur la Terre. Alors, une autre façon de le faire, c'est lors d'une éclipse de Lune. L'éclipse de Lune, c'est l'inverse d'une éclipse du Soleil. Ce qui arrive lors d'une éclipse du Soleil le 21 août prochain, c'est la Lune qui va passer devant le Soleil, ici. Donc, il va y avoir une éclipse. Et une éclipse de Lune, c'est lorsque la Terre éclipse le Soleil sur la Lune. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle Lune toute rouge. Et en fait, ce qu'on voit, c'est comme si les seuls rayons lumineux, c'est ceux qui passent à travers l'atmosphère de la Terre. Et si vous étiez sur la Lune avec un spectrographe, un appareil qui mesure les couleurs de la lumière qui vous arrive filtrée par l'atmosphère de la Terre, vous verriez ceci. Vous verriez c'est ce qu'on appelle un spectre, une façon de mesurer les couleurs de la lumière, mais avec beaucoup de précision. Et toutes les bandes d'absorption que vous voyez là, c'est une empreinte digitale. Donc, et on peut reconnaître là-dedans, par exemple, ces variations-là ici, là, ça c'est dû à l'eau. Ça c'est la petite bande-là ici, ça c'est du CO2, ici ça c'est du méthane, encore une bande d'eau. Ici, ça c'est de l'oxygène. Donc vous voyez encore une fois à distance, si on est sur la Lune, si on est qu'il y avait des luniens, qu'il y avait des spectrographes durant l'éclipse de Lune, ils pourraient prendre un spectre de la Terre puis conclure que il y a certainement beaucoup d'eau et d'oxygène dans l'atmosphère de cette planète-là. OK. Donc, maintenant, je vais vous parler des méthodes de dissection. Je vais y arriver. Oui, en fait, c'est pour vous montrer, en fait, cette image-ci est une autre sonde spatiale qui était dans les alentours de la sonde Cassini, près de Saturne. Et c'est une perspective intéressante parce que la sonde est maintenant derrière Saturne, donc le Soleil il est masqué, encore une fois, une éclipse. Donc on est derrière Saturne et on regarde en direction du Soleil
Et est-ce que vous voyez la Terre ici? Voilà, on est ici, ce soir. Voilà notre bonne vieille Terre. Alors, est-ce que vous voyez déjà comment vous appréciez la difficulté maintenant de prendre la lumière de ce petit point lumineux-là et ensuite de l'analyser pour voir y a-t-il une atmosphère, y a-t-il de l'eau, de l'oxygène, etc. Donc, et là, on est juste dans le système solaire. La prochaine image, ça peut marcher, c'est l'image la plus lointaine jamais obtenue de notre bonne vieille Terre par la sonde Voyageur, financée en 1977, qui a fait une reconnaissance des systèmes, des planètes du système solaire, Jupiter, Saturne, jusqu'à Neptune. Et lorsqu'à un moment donné, on a retourné les caméras vers la Terre, on a pris une photo. Vous voyez, on est tellement loin qu'on n'arrive pas à voir la Lune. C'est pour ça qu'on appelle souvent la Terre en anglais pale blue dot, donc un petit point bleu. C'est dû en fait à l'eau sur la Terre et l'atmosphère qui couleur bleue. Ça vous illustre, encore une fois, toute la difficulté de faire ça, de détecter de la vie à distance. Il faut détecter la lumière de ces planètes-là. OK, alors, comment maintenant détecte-t-on les exoplanètes? Donc, je vais faire le tour très brièvement comment on fait ça. Il y a plusieurs techniques, et je vais vous parler surtout celles qui sont pertinentes dans le contexte de trouver de la vie ailleurs. Je vais le faire, en fait, en vous montrant une région du ciel qui est assez particulière, que peut-être certains d'entre vous, qui est astronomes amateurs, c'est le grand carré de Pégase. Dans cette constellation-là, il y a 3 étoiles importantes dans l'histoire des exoplanètes que je vais utiliser pour vous parler des différentes techniques. Donc, la première, elle est ici. Alors, ça, c'est le grand carré de Pégase. Celle-ci, 51 Pégase. Ça, c'est la première étoile autour de laquelle on a mis en évidence une planète. C'était en 1995. Cette découverte-là a littéralement changé ma vie. Moi, j'étais un astronome extragalactique, j'étudiais les galaxies avant. Et sérieusement, c'est cette découverte-là qui m'a fait changer de bord. J'ai été vraiment fasciné par cette découverte-là. Et donc, ce sont les Suisses qui ont mis en évidence cette planète-là. Ils l'ont fait par une technique indirecte. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais lorsque les planètes tournent autour de leur étoile, ce qu'on sait moins cependant, c'est que l'étoile tourne autour de la planète aussi. En fait, elle tourne autour d'un centre commun qu'on appelle le barycentre. Donc, vous avez le mouvement ici qui est un peu exagéré. Donc, vous voyez que l'étoile, elle bouge. Mais là, c'est un peu trompeur. Vous voyez la planète, en réalité, quand vous regardez l'étoile, vous ne la voyez pas, la planète, parce qu'elle est beaucoup trop faible. Elle est aussi très très près de son étoile, parce que les étoiles sont très très loin. Donc, mais si vous mesurez un spectre de l'étoile, vous allez voir dedans des bandes d'absorption. Donc, alors ici, son spectre du bleu jusqu'au rouge. Et parfois, il y a des bandes d'absorption qui sont dues aux éléments chimiques qui sont dans l'atmosphère de l'étoile. Ce spectre-là, c'est un spectre d'hydrogène, l'élément le plus commun dans l'univers. Et les lois de la physique sont telles que quand une source de lumière se déplace dans l'espace, les couleurs, le spectre se décale. Et donc, si un mouvement de va-et-vient dû à une planète, ben, l'étoile, le spectre va montrer un déplacement comme ça. Donc, c'est une façon de l'illustrer. En pratique, c'est assez compliqué. Ça prend des instruments très, très, très sophistiqués. Et ce sont ces deux messieurs-là, M. Michel Maillard et Didier Gallo, des astronomes suisses, qui ont, pour la première fois, mis en évidence une planète comme ça. Alors, c'était une planète géante, à peu près de la masse de Jupiter, sauf que cette planète-là, Jupiter tourne autour de notre Soleil en 12 ans. Celle-ci tourne autour de son Soleil en 4 jours. Alors ça a été une surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à trouver des planètes géantes, gazeuses, aussi près de leur étoile. Je vous rappelle, Mercure est à 0,4 unité astronomique de son Soleil. Elle est à 0,04. Elle est 10 fois plus près de son Soleil que Mercure et du Soleil. Donc, il fait très chaud, cette planète-là. La température est extrêmement élevée, presque comparable aux étoiles les plus froides. Donc c'est ça. Non seulement on avait découvert la toute première exoplanète en 1995, mais on avait découvert aussi une nouvelle classe d'exoplanètes. On les a appelés des hot Jupiter, Jupiter chaud, à juste titre, parce qu'ils sont très, très, très chauds. OK. Alors, je reviens au carré de Pégase. Une autre étoile pas très loin, HD 209458, c'est son numéro de téléphone. Celle-ci, elle est particulière. Donc, on a trouvé une planète. On est maintenant en 2000 à peu près.
un peu avant, on a trouvé une planète Jupiter chaude autour de cette étoile-là. Et quand l'étoile est très très près, il y a une probabilité que, par hasard, la planète passe devant son étoile. Donc, que la planète transite. Donc, encore une fois, une éclipse. Et donc, on n'avait pas encore trouvé une planète qui transite devant une étoile. Et c'est cet astronaute-là ici qui a réussi à faire cette étoile-là, David Charbonneau, qui est un Canadien d'origine, qui est maintenant chercheur à l'université de Harvard. Je ne marche pas de très ici. Mais, l'animation ne marche pas. Voilà. Alors, vous avez vu, la planète nous a fait un clin d'œil. Lorsque la planète passe devant l'étoile, il y a une baisse de luminosité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde les étoiles, vous allez le faire ce soir au télescope, vous n'allez pas voir la surface de l'étoile. Ils sont beaucoup trop loin. C'est impossible à faire. Ça prend une technique très particulière pour pouvoir commencer à voir la surface de l'étoile. Et ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, c'est mesurer la luminosité, la brillance de l'étoile. Et, alors, c'est ce que David Charbonneau a fait. Il l'a fait avec un petit télescope à peine plus grand que la lunette de Galilée il y a 400 ans. Donc, il a pointé cette étoile-là, et ça marche en dessous, il a vu une baisse de luminosité, à peu près 1%. Et ça trahissait la présence d'une planète. Donc, plus la planète est grosse, plus le signal va être baissé. Et comme ça, on arrive à mesurer le rayon de la planète. Parce qu'on connaît assez bien le rayon des étoiles, c'est quelque chose que les astrophysiciens ont très bien fait dans le temps. Là. On connaît très bien le rayon des étoiles. Donc, en mesurant la profondeur de cette baisse de luminosité-là, on est capable de déterminer le rayon. Donc, on est capable d'avoir la masse aussi. Je vous ai pas dit, c'est que la technique de mesure indirecte avec mon spectre là, qui se balade, ça donne une mesure de la masse. Donc, si vous avez une mesure de la masse, une mesure du rayon, le rayon, c'est dire le volume, donc la masse divisée par le volume, ça vous donne la densité. Donc, vous voyez comment la combinaison de ces deux techniques-là, une qui donne la masse, une qui donne le rayon, donc on a la densité, et lorsqu'on met les deux chiffres ensemble pour cette planète-là, ça donne une densité comme Jupiter. Donc, non seulement on avait détecté une planète qui avait la taille de Jupiter, mais on savait aussi qu'elle avait la densité de planète gazeuse. Ça a été une découverte absolument extrêmement importante en astrophysique, c'était en 2000 ici, non? Et qui a justifié en fait une nouvelle mission spatiale, le télescope Kepler, un télescope d'1 mètre. Retenez ça, vous allez voir le télescope en haut, c'est un télescope de 1,6 mètres. Celui-ci, c'est un télescope de 1 mètre, et on l'a lancé dans l'espace avec la mission de détecter des planètes terrestres qui transitent. Alors, ce qu'il a fait, on voit ici une région de la Voie lactée, ici. Et donc, dans la région du Cygne, ça, c'est la région que Kepler a observée. C'est à peu près la taille de la main, protéger à bout de doigt, là. Ça, c'est la taille du champ de vue que j'ai regardé pendant 4 ans, constamment. Pendant tout le temps, Kepler a mesuré la luminosité des étoiles là-dedans, il y en avait à peu près 150 000. Tout le temps, sans arrêt, constamment. Et il en a trouvé des milliers. Et il a trouvé ainsi des planètes terrestres. C'est comme ça qu'on sait que les planètes les plus communes, ce sont les super-terres. Donc, c'est une mission extrêmement importante qui, en fait, la majorité des exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui ont été détectées par cette technique, la technique du transit. OK, donc il faut que je vous parle maintenant d'une troisième technique. Alors, HR 8799, juste à côté de 51 Béguet, c'est vraiment une coïncidence assez incroyable. C'est du ciel-là est un peu plus grande que ça dans le ciel. Ça contient 3 étoiles importantes. HR 8799, ben ça, elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'étoile autour de laquelle on a trouvé la toute première image d'un système planétaire. C'est mon ancien étudiant Christian Marois qui a mené cette découverte-là. Donc, c'est vraiment une découverte toute québécoise. Là. Donc, pour la première fois, en 2008, on prenait des premières images. Donc, les petits points lumineux que vous voyez ici, ce sont des images des planètes. C'est extrêmement difficile de faire ça. Mais bon, c'est des techniques qui ont été développées par le temps. Je dois préciser qu'en fait, l'ancêtre des techniques qui ont mené à cette découverte-là, qui ont été faites sur un télescope de 8 mètres, en fait, les premières observations ont été faites ici, juste ici au Mont-Mégantic. Ça a pris une dizaine d'années de développement pour arriver à développer des techniques pour faire ces images-là. OK.
Donc, alors, voici il y a 4 planètes. On les nomme B, C, D, E. Et voici à l'échelle les orbites de notre système solaire. Donc, c'est un super système solaire. Ce sont des planètes qui sont un système solaire d'à peu près 2 fois la taille de notre propre système solaire. Et depuis 2008, en fait, on a maintenant une animation, encore une fois, qui ne veulent pas. Ce que vous allez voir ici, ce sont des observations qui permettent, depuis 2009, on voit carrément, vous voyez, les planètes, elles tournent, ce sont vraiment des planètes, elles tournent vraiment autour de leur étoile. Donc, c'est une découverte qui est menée en une partie par Christian Marois, ancien étudiant de l'Université de Montréal. OK. Donc, alors, on va y arriver. Voilà. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, on connaît beaucoup de techniques pour pouvoir détecter les planètes. Donc, les prochaines étapes pour trouver de la vie, ben, la première, c'est qu'il faut d'abord trouver des planètes rocheuses, habitables et proches du Soleil. Ça, c'est super important. Parce que oui, on a trouvé plusieurs planètes potentiellement habitables, mais elles sont loin. Elles sont en général trop loin. On ne peut pas les étudier en détail. C'est difficile de détecter l'atmosphère des planètes. Donc, ça nous prend celles qui sont tout près de nous. Et ceux-là, on ne les a pas encore vraiment recensés. Donc, bien qu'on a commencé à faire un recensement galactique, il est loin d'être complet. On n'a pas frappé à toutes les portes et on n'a vraiment pas frappé aux portes les plus proches de nous. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième, vraiment importante, vous avez compris pourquoi, ça va être de détecter leur atmosphère. Et ça, pour faire ça, ça nous prend vraiment des systèmes planétaires proches du Soleil. Donc, on veut détecter leur atmosphère et déterminer la composition chimique. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Okay. Donc, je suis impliqué avec mes collègues, et c'est d'ailleurs la première mission de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, de faire ça, de contribuer à ces deux grandes étapes-là, de d'abord trouver les planètes les plus proches du Soleil. Donc, alors comment on va faire ça? Je n'entrerai pas dans les détails, mais on va se concentrer sur un type d'étoile assez particulière. On vit autour d'un système, d'une étoile qu'on appelle le Soleil, mais les étoiles les plus communes dans la galaxie ne sont pas comme le Soleil. Elles sont tout comme ça. On les appelle des naines rouges, à juste titre parce qu'elles sont petites et elles sont rouges. Et en fait, il n'y a aucune naine rouge qu'on peut voir avec nous. On ne les voit pas. Elles sont beaucoup trop faibles. Elles les mettent surtout dans le domaine rouge, infrarouge, qui est invisible pour notre œil. On a maintenant des capteurs pour faire ça. Et ce qui est particulier de ces étoiles-là, c'est que, alors vous avez ici la fameuse zone habitable que je vous montrais avant, mais pour les naines rouges, comme elles sont très très faibles en luminosité, pour être la zone habitable, elle est beaucoup plus près de leur étoile. Donc vous voyez, hop, je vais aller plus vite là. Alors ça, c'est la zone habitable d'une planète autour d'une naine rouge. Ça, c'est l'orbite de Mercure. Vous voyez, elle est vraiment très très près. Donc pour être dans une région tempérée, autour d'une naine rouge, il faut être vraiment proche de l'étoile. Il ne faut pas être aussi loin que nous sommes de notre Soleil. Donc, très, bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Et ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la période orbitale, le temps que ça prend à la planète pour faire un tour de son étoile, on parle des naines rouges, là, ça ne se mesure pas en mois ou en une année, bien sûr, c'est pour nous. Mais autour des naines rouges, ça se mesure plutôt en quelques semaines. Donc, on n'a pas besoin de prendre des données pendant des mois, des années pour mettre en évidence la planète. Ça prend seulement quelques semaines. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on peut faire les choses un peu plus vite. Et il y a plein d'autres raisons aussi pour lesquelles on favorise les naines rouges. C'est qu'entre autres, les systèmes de transit, c'est beaucoup plus facile de détecter la planète lorsqu'elle transite devant une naine rouge. Alors, ça c'est la grande découverte de l'année. Le système TRAPPIST, donc c'est un astronome belge qui a mené cette découverte-là. En fait, la première découverte de ce système-là date de 2014. Et pour montrer l'importance des petits télescopes, ce système-là a été trouvé avec un télescope de 60 cm. C'est pas très grand, 60 cm à l'échelle du télescope qu'on a aujourd'hui, qui se mesure en 8-10 mètres. Et donc 60 cm. Et au début, il y avait seulement 3 planètes, mais la découverte de l'année, c'est qu'avec les observations spatiales, on a mis en évidence
7 planètes. Donc, ça, c'est une naine rouge, une étoile, à peine une étoile. Elle est à peine assez massive pour l'appeler vraiment une étoile. L'étoile est à peine beaucoup plus grosse que Jupiter. Et les 7 planètes sont à peu près de la taille de la Terre. Et il y en a 3, E, F et G, qui sont pile poil dans la zone habitable. Donc, ces planètes-là, c'est une vue d'artiste, bien sûr, en passant. On ne voit pas ces images. On ne fait que imaginer de quoi être à votre Terre, là. Et les tailles qu'on montre sont à peu près à l'échelle. Et il y en a 3 qui sont dans la zone habitable. Alors, voilà, je vous dis juste ici. Donc, ça, c'est notre système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et la zone verte, là, c'est la zone habitable. Donc, ça va à peu près jusqu'à l'orbite de Vénus et jusqu'à l'orbite de Mars. Et tandis que les planètes de Trappist, vous voyez, il y en a 3 dans la zone habitable. OK? Donc, ça, cette image-là, c'est seulement pour vous montrer la taille relative de notre Soleil. Donc, vous voyez, notre Soleil est ici. C'est ça, là. C'est ça. Ça, c'est Jupiter. OK? Et ça, c'est l'étoile Trappist. Elle est à peine plus grosse que Jupiter. Donc, ça rend les choses plus faciles pour détecter les planètes autour de petites étoiles. OK, alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une animation qui, en fait, comment on a fait cette découverte-là? On l'a fait avec un télescope spatial, un autre télescope spatial qui s'appelle le Spitzer. Et Spitzer a ce télescope infrarouge, donc il détecte seulement la radiation infrarouge que l'œil ne peut pas voir. Et donc, il a pointé le télescope à cette étoile-là pendant 20 jours consécutivement. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Je vais partir de l'animation. Je vais cliquer dessus, là. Un petit peu de musique, là. Je vais vous traduire ce qui s'est écrit sur l'écran. Alors, le système Trappist est à 40 années-lumière. Il y a 7 planètes. B, C, D, E, F, G, H. L'étoile centrale est une naine rouge, très froide. Et le télescope spatial de Spitzer l'a observé pendant 21 jours. Alors, ce que vous voyez, en fait, ce sont les données. Quand la planète passe devant, vous voyez une petite baisse de luminosité. La planète nous fait 22. Il y en a plusieurs fois par semaine comme ça. Parfois, c'est B. Alors, on est rendu au 8e jour. Alors voilà, donc c'est une très grande découverte qui a été faite par le télescope spatial Spitzer. Donc, alors, ce qu'on montre ici, c'est, il ne faut pas trop s'attarder sur les chiffres, là, mais ça donne des masses. On ne connaît pas très bien les masses de ces planètes. On connaît très bien leur rayon, mais les masses, c'est pas très bien. Donc, mais on sait qu'ils sont à peu près, ils ont des densités, là, on montre des densités ici, là. La densité, par exemple, celle-là, F, densité 0,6 fois celle de la Terre. C'est la densité du satellite Europa autour de Jupiter, une boule de glace. Donc, la prochaine étape de ce système-là, c'est de mesurer la masse de ces planètes-là. Ça, on ne le sait pas très, très bien. Et en fait, il y a présentement une campagne d'observation qui court présentement. Il y a plein de télescopes partout dans le monde qui participent à ça, et dont l'Observatoire du Mont-Mégantic. Donc, je parle d'un instrument qui est, vous allez peut-être voir, en fait, en haut, qui s'appelle PESTO. Ça veut dire Planète extrasolaire en transit et occultation. Vous leur donnez des petits noms. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les planètes, lorsqu'elles tournent autour de leur étoile, elles reviennent toujours au même moment. S'il y a une seule planète autour de l'étoile, c'est comme une horloge très, très régulière. Donc, le moment du transit, on peut le mesurer très, très précisément. Et s'il y a plus qu'une planète dans le système, il y a des perturbations. Les planètes s'attirent l'une de l'autre, ce qui fait que ça va retarder un peu le moment où le transit va se produire. Et en mesurant ces décalages-là, on peut ainsi mesurer la masse des planètes. Donc, le 21 juillet, ici il fait beau, la caméra PESTO va observer le système Trappist et va le faire en fait tout l'été. À chaque fois qu'il y a un transit qui va passer devant l'étoile, on sait quand ça va arriver,
on arrête tout et la caméra Pesto va observer ce système-là pour mesurer ce transit-là. On va combiner ça avec d'autres observations faites partout dans le monde et comme ça, on va pouvoir arriver à mesurer la masse de cette planète-là de manière plus précise. OK, donc je vais aller vite. Il y aura d'autres missions spatiales qui vont arriver en cours, qui vont commencer dès l'année prochaine. TESS, donc ça c'est un satellite qui est semblable à Kepler, qui va mesurer, qui va détecter des planètes en transit. Et lui, au lieu d'observer seulement une région du ciel, il va regarder tout le ciel. Et lui, ce satellite-là, va trouver les planètes qui transitent les plus près du Soleil. Donc, j'ai rappelé que ça, c'est une étape importante. Il faut trouver les systèmes les plus près qui transitent. TESS va les trouver. Il y aura bien sûr aussi des instruments au sol. La fameuse technique qui permet de pouvoir trouver la première planète en 1995. Maintenant, on veut l'appliquer pour les naines rouges, mais pour ça, ça prend des nouveaux instruments. Et c'est ce qu'on fait, on les développe à l'Université de Montréal, avec d'autres collègues aussi partout dans le monde, en Suisse, en France. En voici un, il s'appelle Spiro. Et lui aussi va contribuer à pouvoir mesurer, à détecter des planètes terrestres autour des étoiles. Donc, je montre un peu une animation qui illustre, je vais passer ça. Alors, ce que vous voyez ici, je passe l'animation. Alors, à gauche, c'est en fait le recensement des systèmes planétaires proches du Soleil. Donc, vous avez le Soleil qui est au centre. Ça marche. C'est pas grave, tu peux laisser comme ça. Donc, chaque point, ça dénote une planète. Celles qui sont en bleu, ce sont les planètes qui sont dans la zone habitable. Donc, on n'en connaît pas beaucoup. Et chaque distance, ici, chaque rayon, c'est une distance. Et ça, c'est par sexe, ça, c'est les unités des astronomes. Là, c'est à peu près 3 fois, ça, c'est le chiffre en années-lumière. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, avec l'instrument qu'on construit, Spirou, on en a un autre aussi dans l'hémisphère sud, on va faire un recensement d'à peu près 200 étoiles, les plus près du Soleil. On va les mesurer nuit après nuit pendant 3 ans. Et au final, on va pouvoir détecter celles qui ont une, peut-être même 2 planètes autour. Et ça, c'est le résultat qu'il y aura à la fin. Vous voyez, il y en aura beaucoup plus. On aura fait un recensement beaucoup plus complet des systèmes potentiellement habités. Alors, comment on va faire pour détecter leur atmosphère? Si tu parles de l'animation, donc, si on regarde la couleur des étoiles en détail lorsqu'il y a un transit, donc, en fonction de la couleur, l'atmosphère va être plus grosse. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à mesurer, en fait, la composition chimique. Et ça, c'est une mesure extrêmement délicate à faire. Donc, il ne faut pas faire avant d'arriver d'un autre télescope, qui est celui-ci. Je vais aller plus vite. Le télescope spatial James Webb. Ça fait depuis 2001 que je travaille sur ce projet-là. Finalement, là, ça, c'est une vue d'artiste. Il va être lancé en 2018. Il est vraiment réel. Donc, il va être lancé il est tellement gros qu'il faut le replier ensemble dans une fusée. Ça ressemble un peu à ça. Je n'ai pas le temps de vous montrer le déploiement, là. Mais, alors, voici de quoi il a l'air réellement, là. Vous voyez, là, ça, ce sont des personnes. Donc, 6,5 mètres de diamètre. Il est tout recouvert d'or, parce que ça réfléchit très bien dans les travaux. Et le télescope est presque fini d'être testé. Il est présentement à Houston. On est sur le point de le rentrer. En fait, il est déjà entré dans une grande cuve à vide. On va reproduire les conditions en espace, c'est-à-dire sous vide, mais aussi très, très froid. Donc, en fait, lundi prochain, le 10 juillet, on va fermer la porte de cette grande cuve-là. C'est cette cuve-là qui a permis de tester les fameux modules lunaires Apollo qui ont envoyé les premiers humains sur la Lune. Donc, c'est une campagne de test qui va commencer le 10 juillet, qui va durer 3 mois. Je vais y aller moi-même à Houston à la fin août pour superviser une partie des tests de ce télescope-là. Alors, il y a 4 instruments. Alors ça, c'est le télescope ici, on va le voir. Et en dessous, on ne le voit pas, il y a une boîte, une grosse boîte qui vaut à peu près $1 milliard. Et il y a 4 instruments. Et dans le milieu, le nôtre, l'instrument canadien, il ressemble à ça, puis il est juste en plein milieu. C'est un gros puzzle 3D, là. C'est le premier qui est rentré dans la boîte. Et donc, ça, c'est le nôtre. Il fait plein de choses. Je n'ai pas le temps de parler des détails. Je peux faire une présentation d'1 heure là-dessus, juste sur cet instrument-là. Mais notre instrument, on l'a conçu, c'est pas un hasard, on l'a conçu notamment pour être capable d'étudier l'atmosphère des exoplanètes. Donc, à l'intérieur, si on regarde, il y a une roue comme ça, il y a un petit prisme ici. Donc, toute la lumière du télescope va passer dans ce prisme-là, qui est à peu près la taille de 2 cm. Et on va pouvoir
mesurer l'atmosphère des exoplanètes comme ça. OK, alors, on va pouvoir observer plusieurs systèmes planétaires, notamment les systèmes TRAPPIST, donc c'est nos trois préférés. On va les observer. Le télescope va être lancé en octobre 2018. Il y aura 6 mois de rodage, de tests pour vérifier que le télescope fonctionne bien. Et à partir du mois de mai, on va commencer les observations scientifiques. Et nous avons du temps privilégié sur le télescope parce que nous avons contribué à un instrument, l'Agence spatiale canadienne qui l'a financé. Et moi, comme directeur scientifique, je peux dire, ben voilà, moi j'aimerais observer TRAPPIST, D, F et G. Donc on sera les premiers, vraiment, littéralement, à pouvoir avoir les premières observations de ces planètes-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, évidemment, on ne sait pas, mais on va le savoir. Mais on peut faire des simulations. Donc, imaginons que TRAPPIST F, alors c'est ça que je vous ai dit, TRAPPIST F, ça c'est l'image d'Europa. Europa, c'est des lunes de Jupiter, qui est une boule de glace, qui, si elle était proche, en fait, dans la même orbite que la Terre, ce serait une planète océan. Ça serait une boule de roche avec de l'eau à sa surface. Donc, alors, c'est pas impossible que TRAPPIST F soit une planète océan, une boule de roche avec un océan, donc il y aurait une atmosphère riche en eau à cette surface. Donc, on est capable de faire des modèles. Bon, j'ai un collègue à l'Université de Montréal, Björn Kanneke, qui peut faire des simulations. Alors, ça va ressembler à ça. Donc, évidemment, c'est pas très romantique comme données, mais c'est le spectre les données qui vont venir du système TRAPPIST F, tel que simulé par le télescope spatial James Webb. Donc, la ligne en bleu, en fait, c'est ce qu'on devrait s'attendre si l'atmosphère, elle est riche en eau, comme notre atmosphère. Autrement dit, si TRAPPIST a beaucoup d'eau dans son atmosphère, on devrait être capable de détecter. On va prendre 4 observations, là, et les points noirs, ce sont les observations. Et si on avait ça, on serait pas mal content. Ça vous donnerait une bonne bouteille de champagne. Donc, voilà où on en est. Donc, je m'arrête là-dessus pour vous remercier. Puis, écoutez, pour vous dire à la prochaine. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, René. C'était passionnant. Il nous reste encore un petit peu de temps si jamais justement, vous avez des questions, parce que je pense que ça vaut la peine de profiter de tout le savoir de René. Alors, s'il y en a parmi vous qui avez des questions, je vous invite à lever la main. On va vous écouter. Non? Sinon, moi, j'en ai une rapidement. En fait, on va laisser. Je me demandais, l'appareil canadien dans le télescope, est-ce que ça veut dire que on va travailler un peu indépendamment avec des instruments qui sont là-dedans? Est-ce que c'est dépendant des modules qui sont dans ce télescope-là? Alors, la question, c'est l'instrument canadien, est-ce qu'il est indépendant? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il a été construit au Canada. Donc, c'est l'Agence spatiale qui l'a financé. Il a été fait dans l'industrie, sous la supervision scientifique d'une équipe scientifique, moi et tous mes collègues. Mais la réponse, c'est que non, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est-à-dire qu'il faut le faire en étroite collaboration avec tout le monde. Donc, ce projet-là est mené par la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc, on travaille étroitement ensemble pour faire tout ça. C'est un travail quotidien et qui arrive finalement à terme. Oui? Tu sais qu'il y avait la bande habitable comme autour de la Terre, puis aussi les lunes rouges qui avaient été petites. Si tu avais des étoiles plus grosses, comme le gros soleil, la bande serait beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, plus les étoiles sont grosses, plus elles ont tendance à être lumineuses. Donc, il faut être plus loin pour être dans la zone tempérée. Oui? Chercher de la vie ailleurs. Selon les angles, on a trouvé des objets qui réfèrent beaucoup à la constellation d'Orion. Pourquoi tu n'as pas de recherche? Parce que OK. Alors, la question, c'est pourquoi on ne cherche pas dans d'autres régions que la constellation d'Orion, parce qu'on a trouvé la constellation d'Orion, il y a une région de formation d'étoiles, donc des pépinières d'étoiles qui se forment, qui sont très, très jeunes. Et on a effectivement détecté des systèmes planétaires dans cette région-là. Donc, pourquoi on n'étudie pas ces systèmes-là? La raison est simple, c'est qu'Orion est trop loin. Orion est à 150 parsecs, 450 années-lumière, c'est trop loin. TRAPPIST est à 40 années-lumière. On pense que le satellite TESS qui va recenser tout le ciel, là, la planète la plus proche du Soleil qu'on va trouver devrait être probablement à peut-être 30 années-lumière.
Et Spirou, nos instruments qu'on construit, qui ne détectent pas les planètes en transit, seulement par le mouvement de va-et-vient de l'étoile, celle-là va être plutôt autour d'à peu près 5 années-lumière. C'est parmi les plus proches. Donc, il faut vraiment trouver ceux-là. C'est ceux-là qu'on a une chance. Même avec James Webb, c'est même difficile. Je savais que la constellation de Orion était Oui. Je ne sais pas si nous ça. Ah oui, on peut observer Orion assez facilement. Il n'y a pas de problème. Mais de pouvoir détecter une planète autour d'un système planétaire là-bas, c'est très difficile à faire. En fait, cette distance-là, Kepler, en moyenne, les étoiles sont à peu près à cette distance-là. C'est ça qui ça les rend très difficiles. Une question simple. À quel âge tu as commencé à t'intéresser aux étoiles? Alors, la question de Bernard, c'est à quel âge j'ai commencé à m'intéresser aux étoiles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle? Hein? Ça fait très longtemps. Moi, déjà, à peu près autour de 13 ans, c'était terminé dans ma tête. À cette époque-là, à 13 ans, je savais que je serais physicien. Je m'intéressais beaucoup aux sciences, à la physique. C'est un petit peu plus tard que l'intérêt pour l'astronomie s'est manifesté. Mais je vous dirais que c'est dans mon adolescence. Et très honnêtement, moi, je suis natif de Tatouaneuf. Je suis ici à là. Et donc, je suis né là. Mais professionnellement, je suis né dans le don. Parce que moi, adolescent, je voyais la construction de ce télescope-là et je rêvais de pouvoir travailler. Ben, écoutez, j'ai réalisé mon rêve parce que c'est d'ailleurs Bernard qui a supervisé mes premières observations dans les années 80. Donc, voilà, ça fait assez longtemps que je suis passionné par ça. Est-ce qu'un jour on va pouvoir réussir à y aller avec. Ah, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir réussir à y aller? C'est très difficile, ça. Ben, écoute, c'est assez sérieux, mais qu'il y a des gens qui donnent de l'argent pour ça. Il y a un milliardaire russe qui a donné de l'argent pour commencer à développer des technologies pour le faire. La façon qu'on peut imaginer pour le faire, là, du moins présentement, envoyer des sous-marins, c'est trop compliqué. Mais ce qu'on peut faire, on peut imaginer envoyer des sondes spatiales qui seraient la taille d'un téléphone cellulaire. Et donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on les accélérerait avec des lasers, on les pousse avec des lasers très très vite, approchant à peu près 1/5 de la vitesse de la lumière. Et comme ça, on pourrait se rendre au système planétaire le plus proche du Soleil, Alpha du Centaure, qui est à 4 années-lumière. C'est le plus proche. Et là, on peut imaginer ces sondes-là qui seraient équipées de caméras. On y arriverait à la proximité d'Alpha du Centaure B, peut-être, on ne sait pas encore. Et qui prendrait plein de photos. Après ça, qui relierait les photos aux autres téléphones cellulaires, on envoie des milliers comme ça. Et comme ça, on pourrait espérer avoir des images. On rit, hein? Mais ben, déjà, les gens commencent à penser à faire ça. Maintenant, on peut imaginer des voyages très longs si on pouvait se cryogéniser, comment les films de science-fiction. Ça, c'est très, très bien. La façon la plus rapide, c'est James Webb. Vous riez, mais c'est vrai. La façon la plus rapide, c'est de le faire à distance. Question, combien de systèmes solaires sont assez proches, considérés assez proches? On aurait combien? Ben, écoutez, ça dépend. Donc, celui qui est le plus près est à 4 années-lumière. Donc, lorsque vous êtes rendu autour d'un rayon d'à peu près 30 années-lumière, il y en a à peu près, il y en a quelques dizaines qui sont recensées. Mais nos observations qu'on va faire, d'ici 5 ans à peu près, on va probablement doubler, sinon tripler ce nombre-là. Donc, on aura vraiment fait le tour de toutes les portes de tout le monde. Avez-vous une planète? Oui. Est-elle dans une habitable? Non? Ah, on ne s'intéresse pas à vous. Et donc, on va faire ça. Oui? Il y a relativement moyen de temps, ça nous apporte quoi de connaître? Ah, j'adore cette question-là. La question, c'est à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? C'est bien beau dire. Oui. Ben, écoutez, bon, d'abord, l'être humain, c'est un être de curiosité. On ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. On n'arrêtera jamais de vouloir explorer notre monde. On va devoir explorer notre monde. Et maintenant, on le fait à l'extérieur du système solaire. Mais concrètement, pour répondre à ces questions-là, ça nécessite de développer de nouvelles technologies. Le télescope James Webb, c'est à bien des égards la machine la plus complexe en cours de construction par l'humanité présentement. Celle qui réalise avec ça, c'est le collisionneur de particules au CERN à Genève. Donc, ça prend des nouvelles technologies. Et donc, je donne souvent le meilleur exemple de ça. Vous avez tous un téléphone cellulaire. Hein?
Et derrière, il y a un petit trou là, qui prend des photos. Ça, c'est une petite puce qu'on appelle un CCD. Alors, les CCD, ces technologies-là, ont été développées dans le milieu des années 70 par des physiciens qui, leur premier but était de développer des mémoires d'ordinateur. Et ils ont vu aussi le potentiel pour prendre des images digitales. Ils voulaient faire en fait des téléphones montres. Mais c'est les astronomes qui ont vu tout le potentiel de ça. Ils ont dit, ah, ça, on pourrait mieux observer l'univers avec ça. Et en fait, la NASA a mis des millions de dollars là-dedans pour développer ce qui allait devenir les premiers détecteurs du futur télescope spatial. Donc, c'est vraiment le désir de comprendre notre univers que développer les CCD, qui non seulement aujourd'hui est absolument important dans l'astronomie, mais qui est maintenant dans nos téléphones cellulaires, qui est dans tous les appareils d'imagerie médicale qui permettent de diagnostiquer toutes les maladies. Donc, vous voyez, de simplement comprendre notre univers, où ça coûte de l'argent, et le retour qu'on en a technologique sert le bien commun, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que même si on trouvait une vie qui passe, on s'y à ça. Non, en toute probabilité, non. Je ne pense pas qu'on pourra s'y rendre. Mais ce sera une découverte qui sera probablement aussi importante que celle du premier pas sur la Lune. Ça va nous mettre mieux en perspective. Ça va peut-être nous faire... En fait, on ne sait pas aussi. Peut-être que la réponse, c'est que vous ne voyez rien. Ça serait trop blanc. Je ne peux pas admettre que ce soit le cas. Je suis convaincu. Je suis convaincu que de la vie ailleurs, on n'est pas un endroit particulier, spécial dans l'univers. Si on donne des conditions appropriées de température, des matériaux, on le sait, qui existent à distance dans ces systèmes-là, la vie doit se développer aussi. Maintenant, est-ce que la vie complexe comme la nôtre se développe là? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins la vie primitive, unicellulaire, ça a l'air, c'est l'histoire de la vie sur Terre. C'est pas nous, c'est les bactéries. Donc, je pense que ça existe ailleurs. Oui, ici. Les naines rouges sont-elles des soleils de moindre qualité où on voit des extinctions? Est-ce que ce sont des soleils moins chauds? OK, alors la question, c'est que les naines rouges sont-elles des soleils de moindre qualité, des soleils moins chauds? En fait, ils ne sont pas moins importantes que tous les autres. Elles sont beaucoup plus nombreuses. La vaste majorité, encore une fois, sont des étoiles de galaxies sont des naines rouges. Elles sont beaucoup plus petites, donc beaucoup plus froides. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que leur durée de vie est beaucoup plus grande. Le Soleil, sa durée de vie est à peu près 10 milliards d'années. On était déjà 5 milliards. Les naines rouges, ça mesure en dizaines de milliards d'années. Donc, il y a du temps pour développer de la vie autour de ces étoiles-là. Ça, c'est dit, je ne l'ai pas mentionné, mais les naines rouges aussi, ils ont l'air bien modestes comme ça, là. Ils sont peu lumineuses pour notre vision, mais ils émettent beaucoup de rayons X. Ça, c'est des rayons UV, des rayons ultraviolets. Donc, ça, c'est pas agréable pour la vie. Donc, c'est pas impossible que l'environnement des étoiles autour de naines rouges ne soit pas un environnement propice pour le développement de la vie. On ne sait pas. Mais on va avoir la réponse. C'est ça qui est bien. D'ici une dizaine d'années, on aura la réponse pour savoir est-ce que la vie a de bonnes chances d'exister autour des naines rouges. Si ce n'est pas le cas, il va falloir se retourner vers des systèmes plus communs que les nôtres. Et ça aussi, il y en a beaucoup d'étoiles comme ça. Elles sont un petit peu plus. Oui. Plus que la masse est importante dans une étoile, plus que la masse dans une étoile est importante, plus sa durée de vie est courte. Oui, tout à fait. Donc, la question, c'est plus la masse d'une étoile est importante, plus sa durée de vie est courte. Tout à fait. Donc, quand tu es rendu avec une étoile de masse d'à peu près 60 fois la masse du Soleil, sa durée de vie, c'est à peu près 2 ou 3 millions d'années. Oui, les germes bleus, c'est un exemple d'étoile qui, vers la fin de cette vie. OK, alors on mentionne qu'il y a des étoiles qui sont plus brillantes que d'autres, donc ça veut dire est-ce qu'elles sont plus près que nous? C'est une très bonne question. Donc, les étoiles visibles que vous voyez, là, en passant sur toutes les à peu près 3000 qu'on peut voir, là, la plupart de ces étoiles-là, ce sont des étoiles très massives. Elles sont relativement loin de nous. Elles sont tellement brillantes qu'on les voit brillantes. Ouais. Mais les naines rouges que je vous parle, là, ben, eux, ils sont très, très près de nous, mais on ne les voit pas. Parce qu'ils sont trop faibles. Ça prend un télescope pour les voir. Et encore, non seulement ça prend un télescope, mais ça prend aussi des capteurs infrarouges, parce que leur lumière est nette dans le rouge, même au-delà du rouge. On ne voit pas que le feuille ne voit pas. Oui, mais dans l'infrarouge, les proches, elles sont très, très brillantes. Un télescope de 6,5 mètres, comme je le vois, c'est même difficile parce qu'elles vont presque saturer les détecteurs. Qu'est-ce que c'est pour les 3 mains qui sont là? Ben, peut-être monsieur ici avant. Oui, oui.
OK, alors la question c'est, est-ce qu'on pense étudier, chercher de la vie autour des germes gazeux, donc des lunes, c'est ça? Ben, ça, c'est une très bonne question. On n'a pas encore détecté les exolunes. D'ailleurs, l'instrument PESTO pourrait être une façon de détecter ça. Je ne vais pas dans les détails, là, mais ça, c'est une autre grande découverte qui va arriver peut-être dans, je ne sais pas, d'ici 10 ans, là, une exolune. On n'a pas encore fait ça. Alors, trouver de la vie autour de ces exolunes, ben là, ça serait encore plus difficile que de trouver autour des étoiles normales. Oui? Est-ce que le Soleil va devenir dans le futur une naine rouge? OK. Est-ce que notre Soleil, dans le futur, va devenir une naine rouge? La réponse, c'est non. Mais il va devenir très petit, cependant. Oui, c'est ça. Il va devenir une naine blanche. C'est-à-dire que vers dans 4-5 milliards d'années, il va expulser les couches extérieures du Soleil. Il va rester qu'un cœur très, très, très dense, très, très, très chaud, qu'on appelle des naines blanches, qui ont à peu près la taille plus grosse que la Terre, mais ce sont des très, très, très petites étoiles. Et elles sont très, très, très chaudes. Oui? T'as une question? Oui? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le Soleil se couche? Ben, c'est parce que la Terre, elle tourne sur elle-même. La Terre tourne sur elle-même. Donc, à un moment donné, on voit le Soleil au-dessus de notre tête. Parce que la Terre tourne, ben, le Soleil gauche dans le ciel. Et demain, il se couche. Et le lendemain matin, ben, il se lève. Ça, c'est dû au fait que la Terre tourne sur elle-même. Ben, tu as raison, c'est une illusion. Oui, tu as tout à fait raison. Quel plaisir d'entendre ça. Vous savez, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre. Bravo. On va malheureusement s'arrêter ici parce que le plaisir continue dans les prochaines minutes avec des présentations, mais merci.